bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à votre émission Café Mort les lundis à 21h. Ce soir, on va accueillir une invitée qui n'a jamais fait de télé, donc qui est un peu intimidée, mais vous allez voir, mais elle va sourire, elle va se détendre. Donc on va accueillir Alissa Tarabaye. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est de quelle origine Alissa Tarabaye, le nom, prénom, ça vient d'où? Écoutez, mon papa est libanais et ma maman elle est ukraino-russe. Je suis née en Ukraine et j'ai été scolarisée au Liban jusqu'à mes 18 ans. Alors, on va y venir parce que c'est votre histoire, mais Oui. Vous parlez le russe ou l'ukrainien, vous parlez couramment? Oui, je parle 4 langues. Je parle le russe, l'arabe, le français et l'anglais. Le français, l'anglais, l'arabe et le russe. Exactement. C'est magnifique. Oui, Alors, vous êtes donc né en Ukraine, c'est ça? exactement. Je suis née en Ukraine. C'est là-bas où mes parents se sont rencontrés. Quand mon papa est parti faire ses études pendant la guerre civile au Liban, c'est là où il a rencontré ma maman, ils se sont mariés et ils m'ont eu. Et aujourd'hui, je suis là. Ah bah alors voilà, aujourd'hui vous êtes là, sinon vous n'aurez pas été là si vous n'avez pas eu. Si c'était pas rencontré, c'était pas marié, vous n'aurez pas été là. Vous voyez, je vous disais, elle est un peu intimidée, mais ça va venir. Et donc vous êtes né donc en Ukraine. Oui. Et vous êtes resté combien de temps en Ukraine? Écoutez, je suis restée jusqu'à mes 3-4 ans et puis après on est parti, après l'effondrement soviétique, on a décidé de partir vivre au Liban et puis c'était la fin de la guerre civile au Liban et on s'est établi là-bas et c'est pour ça que j'ai été scolarisée au Liban. Donc, Alors vous êtes, c'est joli, vous êtes ukraino-russe libanaise. Exactement. Hein? Et donc, ça s'est passé comment, la vie au Liban? Alors, cette période-là, parlez-nous un peu de cette vie au Liban, de ce que vous avez fait au Liban. Écoutez, c'était après la guerre civile, donc c'était un petit peu compliqué. Mais le Liban était en reconstruction et puis on se reconstruit avec tout le monde et j'ai réussi à faire mes études et, jusqu'à mes 18 ans. Donc, dire que c'était une époque difficile mais en même temps très belle parce que tous les Libanais voulaient la paix, voulaient passer à autre chose, se reconstruire, construire un nouveau Liban. Voilà. Oui, d'ailleurs, le Liban, on a vu qu'il y a des manifestations là. Le Liban, c'est toujours un peu chaotique. C'est lié à quoi, à votre avis, ce côté un peu chaotique, ces divisions, alors que les Libanais aspirent tous à la paix, en réalité, le peuple libanais? Exactement. Je n'aime pas trop parler de la politique au Liban, c'est très compliqué, mais aujourd'hui, ce qu'on a vraiment plus vu au Liban depuis longtemps, on voit toutes les religions rassemblées, que ce soit les Druzes, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, et c'est vraiment magnifique parce qu'ils sont tous là ensemble pour la paix et contre le gouvernement, contre la pauvreté, et les gens veulent juste vivre dans la dignité et dans la prospérité. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive au Liban et qu'on n'a jamais vu parce que le Liban a été toujours, c'était toujours la guerre entre les religions, c'était toujours la guerre entre les partis qui prenaient chacun une religion. En otage, oui. En otage, exactement. Aujourd'hui, on est tous rassemblés, on veut juste vivre, on veut juste être bien, on veut juste travailler, on veut juste avancer. Et c'est ce qui est beau et nouveau aujourd'hui au Liban, ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ouais. Et je crois que c'est ce qui est beau et joli dans tous les pays. Je crois que tous les peuples, contrairement quelle que soit leur religion, l'origine, etc., aspirent à vivre dignement, à vivre en paix, non? Exactement. C'est ce que vous ressentez, parce qu'on va venir après dans votre engagement, puisque vous êtes engagé aussi sur la question des jeunes filles, leur éducation. Tout le monde aspire à vivre dignement. Exactement. Après, il y a des pays où la pauvreté est beaucoup plus élevée que dans d'autres pays. Donc, au Liban, si vous avez écouté les infos, on est presque à 30% de chômage. J'ai vu les inflations. Une personne sur 3 vit sous le seuil de la pauvreté. Donc, les jeunes ne trouvent plus de travail. Ils voyagent tous pour essayer de trouver un meilleur avenir ailleurs. Il y a beaucoup de Libanais qui ont fui le Liban pour des causes économiques. Donc c'est vrai que la situation aujourd'hui au Liban est compliquée. Certes, dans d'autres pays, c'est compliqué aussi, mais dans les pays comme le Liban, où vraiment
je n'ai pas envie de parler de ça, mais il y a beaucoup de corruption malheureusement, et les gens ont envie vraiment de vivre et ont envie de pouvoir travailler sans forcément être lié à un parti politique ou être lié à quelqu'un, à un pouvoir ou à une religion, ou à une religion. Ils ont juste envie de vivre. Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans d'autres pays, notamment ici en France avec les Gilets jaunes. Donc, mais bon, chaque pays a ses propres... Les causes diffèrent d'un pays à l'autre, donc on ne peut pas comparer le Liban à la France, à d'autres pays, parce que l'histoire du Liban est trop compliquée avec tout ce qu'il y a eu, avec tous les partis, avec toutes les confessions qu'il y a. Et puis même les instances, la juridiction, comment ils ont organisé le Liban, ils en ont fait un pays qui est pratiquement ingouvernable en réalité. Exactement. Puis on a 18 confessions au Liban, donc vous comprenez que c'est un peu compliqué. Puis donc chacun a pris son parti, chacun a un pouvoir, et puis chacun des peuples suit leur chef. Ouais, et puis le mode électoral fait que c'est compliqué. Ouais. Exactement, il y a toujours des conflits, et puis on n'arrive pas à comprendre ce qu'il faut faire. Or aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le peuple se sont vraiment rassemblés, main dans la main, chrétiens, druzes, tous musulmans. Alors, on va pas rester sur le parce que c'est votre émission, mais on sent quand même que ça vous tient à cœur et ça vous touche beaucoup ce qui se passe au Liban. On sent que vous êtes vraiment attaché au Liban, quoi. C'est quelque chose qui vous tient fort. Donc on va partir. Alors comment se passe, parce que sinon c'est vrai que mais comment s'est passé alors vos études au Liban? Vous avez fait vos études jusqu'à quel âge au Liban? Vous êtes resté jusqu'à quel âge? Jusqu'à mes 18 ans. Et vous avez fait des études au Liban, lycée au Liban, c'est ça? Exactement. C'était une école privée au Liban où ma mère enseignait justement. Elle était prof de quoi, votre mère? De piano. En fait, ma mère, elle est ingénieure et pianiste en même temps. Mon père est ingénieur, donc, et puis ma mère a travaillé en tant que pianiste. C'est souvent ça, je coupe, excuse-moi, mais c'est souvent ça dans les pays, l'ex-pays soviétique ou l'Ukraine là aussi, souvent les ingénieurs et tout ça font de la musique, c'est une culture chez les... Parce que vous avez des moments ukrainienne russe, quoi, mais c'est une culture chez les Russes et les Ukrainiens, chez les Ukrainiens d'avoir ce double cursus d'éducation d'ingénieur, d'être intellectuel, et puis de faire de la musique ou d'avoir quelque chose à côté d'un même niveau? Écoutez, ce que je peux dire, c'est que pendant l'État soviétique, pendant l'époque soviétique, c'était très récurrent de voir les gens faire de la musique. C'était même très normal de pousser les enfants à faire de la musique. Donc c'était des gens, jusqu'à maintenant, dans ces pays-là, c'est des gens très cultivés qui aiment lire, qui aiment la musique classique. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de gens slaves, ukrainiens ou russes, pianistes connus, chefs d'orchestre. Violon, chefs d'orchestre, tous les instruments à cordes avant, tous les instruments, quoi. C'est des gens qui aiment beaucoup la musique, qui font beaucoup de musique. Oui, exactement. Oui. Et donc votre maman n'a pas échappé à la règle? Non, et moi non plus. Vous faites donc vous allez nous en parler? Oui. Parce que à côté de mes études au Liban, j'étais inscrite au conservatoire où j'ai fait du piano. Donc j'ai pratiqué le piano pendant 10 ans. Puis j'ai fait de la guitare aussi. Donc pas mal de choses. Vous êtes une musicienne avertie? Oui, et une danseuse. J'ai fait de la danse beaucoup. Ah, vous avez fait de la danse? Je faisais... Et vous parlez 4 langues, vous faites du piano, de la guitare, de la danse, mais vous êtes un phénomène, Alisa, hein? Peut-être. Peut-être. Parce que mais on va lui dire, après vos cursus scolaires, c'est quand même beaucoup de choses, quand même. Vous faisiez beaucoup d'activités. Exactement. J'ai fait de la danse folklorique libanaise. Donc j'ai participé à beaucoup de concerts au Liban, à l'UNESCO, AUB, donc avec un groupe. Vraiment, mais je dansais énormément. Puis j'ai fait aussi de la danse classique. J'ai fait de la danse moderne, j'ai fait pas mal de choses, oui. Je suis quelqu'un qui aime apprendre, curieuse, donc oui, exactement. Et puis ma mère, je pense qu'elle avait ça dans sa culture, de nous pousser à apprendre, à faire de la musique, du sport, à lire.
et c'est elle d'ailleurs, bon, avec l'aide de mon papa, c'est elle d'ailleurs qui nous a poussé à venir en France, à apprendre le français. On passait tous nos week-ends dans les centres culturels français. Vous avez des frères et sœurs, c'est ça, Lisa? Oui, j'ai une sœur qui est pareil aussi en France. C'est ma sœur, elle est plus âgée que moi. Et un petit frère qui est pareil en France aussi. On est tous les trois, on est venus en France faire nos études. Trois. Exactement. Et les trois sont en France, oui, pour apprendre le français sur le souhait de votre maman, c'est ça? si vous voulez, oui. Ça, moi, je veux rien, moi j'ai essayé. Et donc, vous avez fait quoi comme études alors en France, vous? Alors, vous êtes arrivé, vous avez fait quoi alors? Allez, dites-nous sur le parcours. Comme j'ai toujours été sensible aux inégalités ou aux injustices, donc j'ai fait des études j'ai une maîtrise en géostratégie économique internationale et 2 masters 2 de géopolitique et sécurité internationale. Le dernier, je l'ai obtenu à la Sorbonne en collaboration avec l'École normale supérieure. Et comme j'ai toujours été très sensible à tout ce qui était inégalité, injustice, ce qui m'a poussée à m'engager auprès des associations, des organisations. Très jeune au Liban, j'étais déjà membre d'une association écologique où j'ai participé à plusieurs workshops dans ce sens-là, donc des workshops écologiques. J'ai œuvré également auprès du Programme des Nations Unies pour le développement pour aider les gens déplacés après la guerre. J'ai également été stagiaire à l'UNESCO ici en France dans le département États membres et organisations internationales. Je me suis engagée aussi auprès de la communauté ukrainienne contre la guerre dans l'est de l'Ukraine, comme je suis très sensible à tout ça. Et j'étais observatrice pour eux et interprète pendant les élections présidentielles en 2014. Entre-temps, j'ai occupé plusieurs postes d'assistante, notamment dans une ambassade où j'ai participé à la coordination de plusieurs projets humanitaires pour les enfants handicapés, les enfants orphelins, les enfants en danger. Et de ma propre initiative, j'ai toujours été sensible à la situation de la femme. Donc j'ai aidé beaucoup de femmes qui ont subi des violences ou des agressions ou des viols de ma propre initiative pour s'en sortir. Je les ai accompagnées pour pouvoir se défendre. Voilà. Donc c'est tout naturellement que vous êtes, après avoir milité, parce qu'on va venir, vous avez tout naturellement, après avoir milité, voulu créer votre propre association. Exactement, pour l'éducation des filles dans le monde. Comme je vous ai dit, je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas voir les filles abandonnées, les filles en danger, les filles proies des délinquants. Que ce soit des délinquants sexuels ou autres, des filles forcées à se marier. Donc tout naturellement, j'ai ouvert cette association que j'ai créée, que je préside et que je veux vraiment que ça marche et je veux vraiment aider ces filles à s'en sortir, à pouvoir être indépendantes et choisir leur propre avenir et être une femme indépendante. Alors c'est Girls Education Worldwide, c'est ça votre association? Exactement. Et donc l'idée, aujourd'hui c'est quoi? C'est comment vous récoltez des fonds, vous faites quoi? Alors comment ça se passe? Ben écoutez, aujourd'hui exactement, je fais des campagnes de récolte de dons pour que je puisse investir dans la scolarisation de ces filles-là. En attendant, je travaille avec les leaders communautaires qui promeuvent l'égalité entre les filles et les garçons. Vous êtes sur quel pays pour l'instant? Vous avez ciblé quel pays? Donc là, je commence avec, comme c'est normal, l'Ukraine, l'est de l'Ukraine, là où il y a la guerre. Donc j'ai déjà des contacts, mais le problème, c'est que je ne peux pas, quand il y a dans un pays en guerre, je ne peux pas axer que sur les filles parce que on est dans une situation de guerre où les écoles sont détruites. Donc là, il faut aider les deux, et les garçons et les filles. Donc c'est vraiment un sujet un petit peu sensible. Or, avec d'autres pays, j'ai des partenariats avec le Congo, avec l'association UNDAF pour aider des femmes qui ont subi des viols, des femmes agressées, des femmes en danger, leur donner une possibilité d'apprendre, d'aller à l'école ou faire des activités qui puissent les faire sortir. J'ai aussi des contacts en Irak avec un directeur notamment d'une école pour les filles qui est très impliqué
dans l'éducation de ses élèves. Il a envie vraiment que ses élèves travaillent, que ses élèves réussissent, qu'ils aillent à l'université, qu'ils puissent revendiquer leurs droits en tant que femmes et ne pas être dépendante des traditions. Voilà, oui, enfin, on a bien compris, on a compris ce que vous dites. Mais, donc du coup, est-ce que ça vous prend beaucoup de temps parce que vous travaillez en parallèle, non? Oui, je travaille en parallèle, mais moi j'aimerais bien que mon temps soit complètement axé sur mon association. Donc je travaille à côté pour pouvoir la financer mes projets, et puis pour des raisons tout simplement de vie, parce que j'ai besoin de vivre aussi. Mais j'aimerais bien que mon association marche et que je puisse vraiment y travailler à 200%. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que c'est un domaine que je veux développer. Et vous avez qui vous êtes? Vous avez beaucoup d'aide? Vous avez votre sœur vous aide? Votre frère participe avec vous? Pour l'instant, moins un petit peu moins. Je pense que je suis beaucoup plus... Je suis une fille qui a toujours été très sensible. Donc je pense que j'ai toujours été très sensible aux injustices, à la pauvreté. Donc depuis petite... Bon, mais mes frères et sœurs sont sensibles aussi, surtout ma sœur. Mais je pense qu'ils ont leur propre travail, leur propre carrière. Et puis, moi, c'est mon domaine, la géopolitique. Donc, j'ai choisi ce domaine. Et vous avez d'autres pays ciblés, Lisa? Vous avez ciblé d'autres pays? Écoutez, Congo, je cible le Liban? Tous les pays. Oui, au Liban aussi, j'ai un contact au Liban, donc ça sera plutôt pour aider ces jeunes filles, donc peut-être avec l'aide des psychologues et des formateurs, des éducateurs, de les aider à sortir, de les aider à comprendre qu'elles puissent faire leurs études, qu'elles ont le droit de choisir un métier, qu'elles ont le droit de réussir, de faire leurs études, de continuer, d'être des femmes indépendantes, d'être des femmes qui travaillent. Et autres, surtout avec les Syriens, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés, des immigrés syriens, et c'est très compliqué avec les immigrés parce que c'est des filles qui ont subi des choses désagréables, des violences. Donc c'est des filles très sensibles avec qui il faut vraiment travailler avec des psychologues et des gens compétents dans ce domaine-là. Et puis moi j'axe vraiment mon travail sur les pays pauvres. Pourquoi? Parce que dans les pays pauvres, on envoie les garçons en priorité faire leurs études. Or les filles, elles restent à la maison pour faire des tâches domestiques, la cuisine, le ménage. Donc leur éducation est inutile. Tout simplement. Enfin, elle est utile, mais les familles la considèrent comme inutile. Voilà. Quoi. Elles sont plus... Voilà, Voilà. Non, mais pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien ce que vous vouliez dire. Non, quoi. oui, bien sûr. Excusez-moi, c'est peut-être parce que... Voilà, dans l'expression, ils pensent, eux, que c'est inutile, que pour elles, c'est mieux d'apprendre à faire à manger, le ménage, etc., que ça lui sera plus utile que l'éducation, ce qui est en soi une erreur fondamentale. Oui, en plus, dans ces pays-là, le mariage des filles enrichit les familles. Donc, ce qui pousse les familles à les marier très jeunes, elles tombent enceintes très jeunes, donc inutile de continuer l'école. Voilà. Et les gouvernements n'investissent pas assez dans l'éducation des filles. C'est vraiment dû aux traditions, aux cultures qui existent. Puis autre chose, il y a le gouvernement, puis il y a la guerre. Donc les filles deviennent des esclaves. Les filles subissent souvent des violences sexuelles, des violences. Elles sont abusées au travail. Et puis quand il y a la guerre, les filles ne pensent plus à faire des études. Elles pensent plutôt à se nourrir. Or, l'éducation des filles, l'éducation en général, elle aide déjà à diminuer la pauvreté et à gommer les inégalités entre les garçons et les filles. Mais l'éducation d'une fille, ça lui permet d'acquérir des connaissances et des compétences qui lui permettent de choisir un métier, de se protéger contre les maladies, contre les violences, de revendiquer leurs droits.
de pouvoir vivre dignement, de pouvoir travailler, de pouvoir avoir une bonne santé. À leur tour, elles donnent à leurs enfants la meilleure scolarisation, la meilleure santé, les vaccins, ce qui diminue la mortalité infantile. Donc une femme qui est instruite, c'est une femme finalement épanouie. Et puis c'est une femme qui peut revendiquer ses droits, c'est une femme instruite, c'est une femme qui peut être indépendante et qui peut se battre dans la vie sans l'aide d'un homme. Et puis, enfin, je ne suis pas féministe, mais je suis quelqu'un qui est pour que la femme soit indépendante, pour qu'elle puisse se défendre. Parfaite égalité, quoi. Exactement. Après, on ne peut pas être parfaitement égal, on est différent, mais en moi, que le respect... En droit, je parle, hein. Égalité en droit, je ne parlais pas de... Chacun est singulier, hein, mais je parlais d'égalité en droit, c'est-à-dire que les femmes et les hommes aient les mêmes droits. Exactement. Qu'il n'y ait pas de méprise sur les choses, que chacun ait le droit à la dignité, quoi. Ce qui est à tout le droit de tout être humain, normalement, non? Exactement. Oui, ça c'est un sujet très compliqué. Enfin, en soi, il n'est pas compliqué, mais compliqué à appliquer. À mettre en œuvre, oui. C'est vrai. Et vous, qui avez fait géopolitique, etc., quel regard vous portez aujourd'hui sur le monde, sur les conditions des femmes? Puisque ça vaut, on a parlé des pays que vous truc, mais on pourrait parler des pays occidentaux qui donnent des leçons à tout bout de champ sur la condition de la femme, mais quand on regarde à l'intérieur, on se rend compte que 20 à 30% dans les salaires, on se rend compte quand même que les inégalités sont énormes, et chaque fois on nous dit, on va s'en occuper, on va défendre, mais dans les actes on ne voit rien venir. Donc quel regard vous portez, vous, là-dessus, globalement? Vous qui avez travaillé dans plein d'organismes, avec l'ONU, le plan de développement, tout ça, quel regard vous portez? C'est vrai que c'est difficile, vous ne voulez pas vexer personne? Je ne veux pas vexer les gens, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que j'ai fait les mêmes études que d'autres personnes, d'autres hommes, et puis eux, ils se retrouvent à des postes plus intéressants, on va dire, que moi. Mais bon, après, je n'ai pas envie de... C'est pour ça, peut-être aussi, que je me suis dit qu'il faut que je réagisse, il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse je trace mon propre chemin et que je crée ma propre association et que je sois indépendante. Oui, vous serez indépendante, c'est sûr que vous serez indépendante, mais vous l'êtes déjà, je crois, à tout. Mais votre association, vous la créez, alors, pour votre indépendance à vous, pour rendre indépendantes toutes les femmes, ou pour faire en sorte que ce que vous voyez, d'autres ne le vivent pas? Pour les deux, pour tout le monde. Je pense que c'est un combat commun entre toutes les femmes. Et je pense que toutes ces filles-là que je vais aider, que j'aide, c'est aussi pour... Vous pensez que aider les autres à se construire, à se reconstruire, c'est aussi quelque part un chemin pour se reconstruire soi-même aussi? Ça nous aide aussi à nous réaliser, à nous reconstruire aussi? Bien sûr, bon, après, c'est pas mon but. Oui, non, mais voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui militent, il faut leur dire, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, mais moi, je ne veux pas que ça apporte ». Au contraire, ça nous enrichit, non? Il ne faut pas le nier. Bien sûr que ça nous enrichit. Bien sûr, aider les gens. De toute façon, c'est du donnant-donnant dans la vie. On donne, on reçoit, c'est comme ça. Et on rend, ça s'appelle la réciprocité. La réciprocité, mais après, moi vraiment, j'ai vraiment envie de donner à ces petites filles, j'ai envie vraiment de leur faire comprendre qu'elles ont le droit de faire des études, qu'elles ont le droit de dire non quand il le faut, qu'elles ont le droit d'être indépendantes et se battre et faire leurs études, parce que croyez-moi, même moi, ok, j'avais des parents qui étaient courageux, ouverts d'esprit, qui m'ont laissé venir en France toute seule, faire mes études, mais croyez-moi que c'était pas évident. Et puis il y a plein de filles au Liban qui peuvent pas le faire. Donc même si le Liban c'est un pays ouvert d'esprit, mais malheureusement il y a des femmes, comme dans d'autres pays, en France, qui n'arrivent pas à faire ce qu'elles veulent exactement, donc qui sont finalement proies des mariages forcés. Il y a beaucoup de mariages forcés dans ces pays-là, donc être indépendante n'est pas du tout... C'est pas naturel, quoi, c'est ça, je veux dire. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire, quoi, en ce moment.
Exactement, il faut combattre le sexisme dans les écoles, dans les instituts scolaires, dans les clubs sportifs. Il faut vraiment essayer de protéger l'intégrité de ces filles. Il faut sensibiliser les personnels pour qu'ils puissent aussi, à leur tour, prôner l'égalité entre les deux sexes. Il faut vraiment travailler avec les gouvernements. Parce que beaucoup de finances, c'est pas évident, parce que beaucoup de financements qu'on envoie à certains gouvernements ne sont pas utilisés aux fins auxquelles ils devraient être utilisés, quoi. Exactement. Donc ça aussi, il faut contrôler, il faut pas juste envoyer de l'argent, il faut voir, il faut faire des projets, il faut faire des programmes, il faut contrôler, il faut voir que ça fonctionne, il faut étudier sur le terrain les sujets, il ne faut pas rester chez soi et dire bon ben on a envoyé un don, c'est très bien, ils vont faire le nécessaire. Ah ben, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut voyager, il faut voir les gens, être en contact avec eux, il faut les sensibiliser, il faut mettre des mécanismes de formation, de contrôle, de formation, d'évaluation, des formations. Enfin, c'est vraiment un travail à temps plein. Et je pense que oui, je ne pouvais pas, dans l'avenir, je ne pourrais pas le faire parallèlement avec un travail, ça va être compliqué. Donc vous voulez vous engager vraiment que là-dessus, Exactement. sur Girls Education Worldwide, Exactement. pour justement courir le monde. Oui. Vous voulez courir le monde, c'est ça en fait, pour aller voir les jeunes filles, rencontrer. Si vous voulez vous déplacer ou vous voulez le faire à distance, si vous voulez être au contact avec ces jeunes filles. Je suis quelqu'un qui aime le contact humain. J'ai envie d'être en contact avec eux, j'ai envie de leur parler, j'ai envie de les comprendre, j'ai envie de les aider, j'ai envie je suis quelqu'un qui aime donner énormément, donc je pense que c'est dans ma nature de vouloir vraiment être en contact avec les gens et de pouvoir mieux les comprendre leurs problèmes, pourquoi ça arrive, pourquoi elles n'arrivent pas à faire ce qu'elles veulent exactement. Donc voilà, donc vous, sur Girls Education World, vous avez un site, vous êtes en train de faire un site, c'est ça? Exactement, j'ai déjà un site, girls, donc www.girlsedu.fr, donc où vous pouvez trouver toutes les informations. Vous pouvez aussi faire un don. Ah, bah oui, il faut le dire, non mais c'est normal. Donc redites-le, www.girlsedu, donc girls, edu, ouais. edu tout attaché, .fr. C'est edu, hein, edu parce qu'il n'y a pas l'anglais. Girls avec un S, edu.fr. edu.fr. Oui, j'ai choisi. Je me souviens, non, mais nous, on est un peu basique, on est français, là, non, mais on est un peu chauvin, non, je plaisante. Donc c'est girls, edu, .fr, www.girlsedu.fr. Et donc là, on peut regarder ce que vous faites. On peut même faire des dons, comme vous le dites, parce que vous avez l'air gêné de le dire. Mais on a le droit, rien n'est associé. C'est le but aussi. C'est le but aussi. Et donc, et puis, on peut aussi, à travers ce blog, on pourra suivre les actions que vous menez. Exactement, exactement. C'est ça? Exactement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Et quoi encore? Enfin, sur tous les réseaux sociaux. C'est Girls Education Worldwide. Voilà. Et vous voulez le terme en anglais, pourquoi? Pour que tout le monde comprenne qu'en fait... exactement, pour que... certes, je suis fière d'être française et je suis fière que ce soit une association française parce que je sais que la France a toujours été, pour les associations, c'est vraiment un pays magnifique. Mais j'ai aussi que les autres comprennent que ça soit un petit peu international. Et la langue anglaise, c'est une langue qui est plus récurrente, surtout dans les pays où il y a beaucoup de problèmes. Donc on parle plutôt anglais et c'est une langue de communication. Et c'est pour ça que j'ai voulu que les gens comprennent. Mais c'est facile aussi de le comprendre en français, c'est l'éducation des filles dans le monde. Donc ce n'est pas très très compliqué non plus. Mais le site est en français, il y a des parties en anglais pour que les gens anglophones... Tout le monde s'y retrouve. Exactement. Voilà. Mais vous, comme vous parlez 4 langues, donc c'est plus facile pour vous. Alors je rappelle quand même que vous parlez l'anglais, le français, l'arabe et le russe. Exactement. Donc voilà, donc là, du coup... Et vous écrivez les 4 langues? Oui. De la même façon, sans... Écoute, le russe,
comme j'ai été scolarisée au Liban, le russe, je l'ai appris moi-même avec ma maman, avec la lecture. Donc, je l'écris un peu moins bien que les autres langues, mais je l'écris quand même. C'est pas Kharashov Gavaritch alors. Hein? Mais parce que. Et Idissouda. Alors, j'ai gardé moi quelques termes parce que j'ai été, quand j'étais faire mon service militaire en Algérie, donc j'ai été formé par des Russes. Ah, super. Donc je comprends les rabotés, les termes techniques qu'ils nous disaient parce que les Russes nous parlaient des fois, même s'ils avaient des interprètes, mais des fois ils nous passaient tout ça. Gekdeva, Idissouda, raboté, Kavaritch. Et c'est vrai que c'est bien de parler ces langues-là, non? Écoutez, oui, c'est toujours bien de parler des langues rares. Et puis la culture russe est tellement riche et tellement magnifique que si on ne comprend pas la langue, si on ne comprend pas les nuances, on ne peut pas vraiment comprendre ce pays, comprendre cette partie de l'Europe et de l'Asie. Et avec toute sa richesse, avec toutes ses histoires, c'est vraiment tous ces écrivains, Tolstoï et autres, c'est vraiment... C'est une magnifique culture, même les villes, quand vous allez voir, aller en Russie, les grandes villes, tout le monde parle de trucs, mais c'est chargé d'histoire et d'art. Prenez Saint-Pétersbourg. Oui, c'est Catherine II. C'est juste des villes magnifiques, quoi. Exactement, c'est des villes magnifiques, c'est des villes avec des grandes histoires, des histoires communes avec la France. Si on ne comprend pas la langue, on ne peut pas comprendre toutes les nuances de cette culture. Voilà. Et donc, l'Ukraine, ce sera un des pays que vous avez travaillé. Donc là, l'émission est finie. Isa, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous regardent de soutenir Exactement. Je ne peux que leur demander de me soutenir et de soutenir cette cause et d'être sensible à cette cause et de me soutenir comme ils peuvent. En tous les cas, merci d'être venu nous parler de cette noble cause qu'on soutient, que tout le monde devrait soutenir, parce que c'est la question de l'humanité qui est derrière tout ça quand même. Hein. C'est nos mères, nos sœurs, nos filles, tout le monde est concerné, quoi. Hein. Et il ne faut pas l'oublier quand même à un moment donné, parce qu'on agit des fois sans se dire que ça peut être nos mères, nos sœurs ou nos filles, et donc il faut aussi l'intégrer dans nos esprits, non? Exactement. En tous les cas, merci d'être venu. Eh bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. Et pour celles et ceux qui n'ont pas dîné, bon appétit. Pour les autres, excellente soirée. Merci de votre fidélité. À lundi prochain, 21h, avec notre nouvelle invitée.